Enfin, de ce que j'ai vu, tu étais assez fan de Big Flo et Oli. D'après ce que j'ai compris, tu les connais un petit peu. Je leur envoie des messages, je tweete et tout, et puis je vais les voir en concert. Je crois que c'était en 2014 à Paris. Et vraiment, un mini-concert, c'est le concert où en gros, tu tends ton bras, tu touches ses pieds. Tu vois, il n'y a pas de... c'est vraiment la scène est devant toi, tu vois. Et là, on va faire les photos à la fin. Et ils me disent « Ah, mais c'est toi en fait qui nous tweet et tout ». Je fais « Bah ouais, c'est moi ». Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. On va juste d'abord dire... que je suis avec Laura Vergne. Et Laura, tu peux dire bonjour aux éditeurs et aux auditrices. Bonjour tout le monde, je suis Laura Vergne. Voilà, et on va pas en dire plus tout de suite. On va commencer par ce fameux portrait chinois que j'aime bien faire. Et la première question que je pose au niveau du portrait chinois, c'est si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me réponds ? La forêt. La forêt ? Pourquoi ? Je me balade tout le temps en forêt. Ça m'apaise, j'aime bien. J'habite un petit village, il y a la forêt à côté. D'accord. Mais toi, tu viens des Ardennes. Hein, voilà, on va le repréciser au cas où les gens ne le sauraient pas. Le deuxième, c'est si je te demande une gourmandise, un plaisir sucré, un plaisir salé. Les chips. Les chips. C'est nul, mais je peux pas résister. Ouais. Et il y a un goût particulier qui... Non, toutes. Toutes, ok. Oh, c'est encore pire alors. Mon Ouais. Dieu. Okay. Le troisième, c'est une passion ou un passe-temps. Qu'est-ce que tu dirais ? Si je réponds, on va connaître tout de suite. C'est pas grave, t'inquiète pas, mon tu sais métier, les gens. Mais il sera dans le titre. Alors... Oui, c'est ça. J'ai essayé une fois sur un podcast de faire genre on va faire secret et en fait ça marche pas parce que ils ont peut-être vu le titre. C'est tout ça. Simplement. La photo et la vidéo. Ok, très bien. On en reparlera, donc on va pas développer là-dessus. Et le dernier point du portrait chinois, si je te demandais une rencontre ou une personnalité. Une rencontre, ça serait Xavier Léger, donc son nom ne vous dit rien. Mm-hmm. C'est une personne qui travaille encore chez Famille Rurale dans les Ardennes. D'accord. Et en gros, c'est grâce à cette rencontre que je suis vidéaste à mon compte. Ok, donc il y a une longue histoire qu'on développera peut-être, mais ouais, c'est cette rencontre qui a fait beaucoup de grandes choses. Ok. Eh ben écoute, on va démarrer et l'idée du podcast souvent c'est de retracer un peu le parcours des personnes que j'ai au micro et sans trop en dire et te laisser la main, je vais faire un clin d'œil à Stéphane Rossignol s'il nous écoute. En fait, il est juste à côté de nous. C'est la première fois que je fais un podcast avec un monsieur qui nous observe. Donc on fait attention à pas trop le regarder parce qu'il est en train de nous perturber. Il a un regard un peu jugeant. Je pense qu'il nous fait un audit en fait. Il doit nous noter des trucs. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire effectivement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc effectivement, c'est Stéphane qui nous a mis en relation. Et ce qui m'a donné envie de te recevoir sur le podcast, c'est que tu as démarré très tôt dans le monde jeune YouTube où tu as commencé en 2013 si je ne me trompe pas. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton parcours. Tu nous as dit d'où tu venais, les Ardennes. Mais voilà, tu as libre cours et puis entre deux, je te poserai quelques questions. Ok, du coup, moi j'ai mis ma première vidéo sur YouTube en 2013, c'était en février. Et c'était une époque où j'étais très timide, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'amis.
Et je savais pas trop quoi faire en fait. Et j'étais un peu connue sur le réseau Ask. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est un réseau, à l'époque, ça a fait beaucoup polémique parce qu'on pouvait poser des questions en anonyme. Et les gens, en anonyme ou pas en anonyme, hein, mais les gens posaient des questions et c'était plus des insultes en fait. Ah, comment t'étais habillée hier? Enfin, ouais, moi je veux pas dire des insultes, mais dans l'idée, c'était beaucoup de choses comme ça. Et finalement, j'ai été un petit peu connue sur ce réseau et je me suis dit, ah, bah c'est chouette et tout. Et puis les gens me disent, ah, pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube? Je me dis, ok. Je commence à en mettre plusieurs et je me dis, ah, j'ai inventé un truc de ouf. J'ai inventé un concept, personne ne fait ça et tout. Et au final, si, mais l'algorithme de YouTube et le YouTube de l'époque, c'était pas comme celui de maintenant. Ce qui fait qu'on voyait très peu d'autres personnes faire ça. En fait, c'était que des clips ou, je sais pas, des vidéos d'animaux. Mhm. Et du coup, moi, je me suis vraiment dit, j'ai inventé un concept. Voilà, sans dire je vais être une star, mais juste, ouais, j'ai inventé quelque chose, j'ai jamais vu et tout. Et puis au final, après, j'ai vu d'autres filles et c'était beaucoup du make-up et de la coiffure à l'époque pour les filles. Et puis du coup, j'ai continué, je partageais un peu, c'était du lifestyle, plutôt des vlogs, j'embarquais les gens avec moi dans mes journées, etc. Et puis bah, j'ai continué. Et- Après, j'ai un peu arrêté parce que j'ai fait d'autres choses, mais... Juste pour revenir là-dessus, tu avais quel âge en 2013? Parce que ça, c'est un point important. J'avais quel âge? 16-17 ans. Là, quand on enregistre, j'ai 25, bientôt D'accord. 26. Hmm. Donc ouais, j'étais super jeune. Enfin, je suis encore super jeune, mais Oui, je oui. veux dire, niveau maturité, encore pire que maintenant, quoi. Alors, ce qui est drôle, parce que j'ai été de ce fait-là faire un peu mon curieux, et sur la première vidéo, ce que j'ai adoré, alors ça, c'est l'œil un peu du mec qui a l'habitude de faire un petit peu de vidéos, je veux pas me nommer en expert, mais voilà. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on était dans l'époque du moment, alors déjà bien avancé, hein, on n'était pas dans les caméscopes à l'ancienne, à papa avec les grosses cassettes, mais l'appareil photo, à un moment, on voit qu'il met 10 secondes à faire autofocus et on l'entend faire bzzz, le truc. Et je dis, waouh, et c'est, ce que j'aime bien, c'est que tu as laissé ça, tu vois, c'est naturel parce que c'était ta vidéo et autres, et c'est, tu filmais ta chambre, si je me trompe pas, dans cette première vidéo, mais j'ai trouvé ça, hyper touchant dans le sens où bah ouais, t'as fait avec les moyens du bord et déjà t'avais un appareil photo qui filmait et autres, donc c'était top, mais voilà, c'est pour replacer un petit peu où t'étais dans le schéma et dans la façon de faire, où tu faisais ça de manière hyper naturelle. Tu t'es pas lancé genre je prépare tout, je me lance comme une pro, tu t'es lancé direct. Ouais, c'est ça. J'avais une caméra, un Canon, je sais même plus quel modèle, et je me suis dit, ok, bah j'ai ça, je vais tester, quoi. Et t'as grandi dans un environnement où la vidéo c'était quelque chose d'habituel ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et donc cet appareil, il venait de... Bah après, j'avais toujours une de mes tantes ou autre qui avait un réflexe, mais vraiment le réflexe que genre ta tante est là, quoi, qu'elle fait des photos et que tu vois jamais. Mais et du coup, ouais, j'en avais un, et en fait, depuis avant YouTube, j'ai toujours pris des photos de tout. D'accord. Des fêtes de famille, je sais pas, des anniversaires, du collège, etc. Et j'ai encore toutes ces photos, tous ces dossiers, donc toutes les personnes avec qui... mes connaissances, mes amis de l'époque, ils ont un peu peur parce qu'ils disent Laura, elle a les dossiers de tout le monde. Donc s'il y a un mariage, un anniversaire et que je suis invitée, Toi, tu balances j'ai les vraiment doses. tout, ouais. Mais et ouais, c'était plus vraiment déjà le souvenir, en fait. Moi, j'ai une très petite mémoire. Donc en fait, de prendre tout en photo et après de les regarder, j'adorais ça, quoi. Je me dis, ok, il y a eu ça, ça j'ai oublié. Ou j'avais oublié de regarder la photo, je m'en rappelle maintenant et tout. Mais non, personne de mon entourage avait cet attrait à la photo et encore moins à la vidéo. La vidéo, c'était moins présent, mais je filmais quand même un peu mes aventures déjà, sans mettre sur YouTube à l'époque, parce que heureusement, parce que YouTube, voilà, ça va, ça restait innocent, mais ça va. Mais quand vraiment j'avais 10 ans, Oui. là, c'est des limites, quoi. Oui, vaut mieux pas. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui vont écouter ce podcast du fait que c'est toi mon invité, parce que je suis pas certain que ce soit ma cible première, mais moi je suis intéressé par le fait de savoir quelle a été la démarche. Est-ce que t'en as parlé en famille avant parce que t'étais pas encore majeur, donc est-ce que t'en avais parlé en famille? Est-ce qu'ils ont été au courant? Est-ce que t'as fait ça en secret et puis après t'as dit oups, peut-être j'aurais dû leur poser la question? Comment ça s'est passé? On en revient à la mémoire. Je me rappelle plus trop, mais après c'était pas genre caché, mais c'était pas non plus une fierté. Déjà au début, j'assumais pas trop. Après, ça a pris très vite de l'ampleur et je me suis fait pas mal harceler au lycée, en fait.
Donc les gens, ils me voyaient, ils criaient mon pseudo et tout, et du coup je voulais plus aller à l'école, donc ma mère forcément elle était au courant. Mais après je pense qu'ils comprennent pas, et encore maintenant mon métier ils comprennent juste pas. Genre ouais, elle fait ses trucs de photos et de vidéos, ok, elle fait sa vie. Après elle a pas mal d'événements sur Paris et autres, et ok, bah tu nous donnes l'adresse et puis amuse-toi bien. Mais je pense qu'ils comprennent pas, quoi. Ils sont contents, mais ils comprennent pas. D'accord. Alors ça, c'est une partie des conséquences, entre guillemets, YouTube, ce harcèlement et autres. Mais juste quand tu dis ça a pris de l'ampleur, t'es arrivé à... c'était quoi les chiffres à peu près pour que t'étais dans les... Enfin là, actuellement, j'ai regardé, t'as 90 000 abonnés sur cette chaîne, puisque t'en as lancé une autre, on en reparlera après. C'est quand même pas neutre quand on a 16 ans, même si aujourd'hui, voilà, on a des chiffres de certains et puis on se dit, oh, 90 000, mais 90 000, comme tu as dit, quand t'as pas plus d'amis que ça, pas une communauté, t'es pas une artiste ou autre, 90 000 pour quelqu'un d'anonyme, entre guillemets, c'est une belle chaîne, quoi. Très 90 000 surtout pour l'époque. Parce qu'à l'époque, vraiment, il y avait, je sais pas, peut-être 5-10 personnes qui avaient le million et encore, et les 100 000, c'était un truc de ouf. Bon, je les ai quand même eu genre 2 jours. Après, avec les faux abonnés et tout, ça s'est supprimé. Mais je ne sais plus, vraiment, j'ai pris au moins 30 000 ou 40 000 en même pas 6 mois, 1 an. Et ce qui fait que vraiment j'allais dans Charleville, donc on me reconnaissait, on me prenait en photo. Je me rappelle trop de la première fois qu'on m'a demandé une photo. J'allais sur Paris, on me reconnaissait. J'ai fait des rencontres à Toulouse, etc. Des meet-up, on appelait ça. Et pour l'époque, ouais, en fait, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur les réseaux, que maintenant, tout le monde, c'est cool, hein, mais à l'époque, vraiment, on était très très peu à faire ça. Et je me suis déjà retrouvée avec des soirées avec d'autres grands youtubeurs et tout. Et c'était cool. Ok. Et dans ta tête, quand on te demande la première fois cette photo et qu'on commence à te reconnaître, comment tu réagis ? J'étais dans un magasin à Charleville, comme ça, je regardais des vêtements, et puis là, il y a une personne qui me dit « Ah, je sais plus si elle m'appelait par mon prénom ou ma chaîne, mais bref, elle m'a reconnue, et je tremblais de partout. » Vraiment, j'étais en panique. Ah. Et puis après, c'était cool et j'ai jamais eu de mauvaise rencontre, donc c'était très très sain. Bon, parfois, on me prenait en photo et on me disait « Ah, je t'ai vu ». Je répondais pas parce que soit tu viens, soit tu me dis « Je t'ai vu » et j'ai pas osé venir, mais la photo, non, tu me prends pas en photo en cachette. Mais sinon, c'était toujours très sain et j'ai jamais eu de problème. À l'époque, je donnais même mon adresse personnelle pour qu'on m'envoie des lettres, etc. Parce que c'était ça à l'époque. Et je me dis, mais j'étais complètement folle, quoi. Après, maintenant, mon adresse, comme toute entreprise, est publique, c'est la même. Mais sur le principe, à l'époque, il y aurait pu avoir n'importe qui avait accès facilement, quoi. Donc, mais non, j'ai jamais eu de mauvaise rencontre. Donc, j'ai toujours flatté, parfois même gênée, dans le sens, ouais, je suis personne, quoi. Mais ça fait plaisir, après, on échange, etc. Donc, c'est cool. Et tu as parlé de harcèlement au lycée. C'est entre guillemets, sous quelle forme on sait comment le harcèlement peut passer, mais est-ce que c'était un groupe de personnes ? Est-ce que c'était l'ensemble de ta classe ? Est-ce que c'était 2-3 personnes et ça a eu des conséquences, et on parlera peut-être même après des conséquences ? Après, c'était l'époque justement de Ask, donc beaucoup de personnes anonymes. Après, c'était plus ou moins 2 filles, donc je me rappelle, mais après, il y avait eu un groupe sur Facebook, ça s'appelait Rago Sedan, et là, vraiment, il y avait des horreurs. J'ai encore les screens, et franchement, si j'ouvre le dossier, je pense que je pleure. Mais et c'était vraiment gratuit, méchant, sur tout le monde, hein. Tout le monde en prenait pour son grade, hein. C'était pas que pour moi. Et mais après, vraiment, au lycée, ouais, il y avait 2 filles, et moi, je suis allée les balancer à la CPE. Il y en a une qui a plus ou moins arrêté, et j'y suis retournée une autre fois, parce que, au bout d'un moment, je pouvais plus aller en cours et tout, et j'avais vraiment, 1 ou 2 amis dans ma classe, et ils entendaient, ils faisaient rien. Bon, après, on n'allait pas se battre non plus, mais sur le principe de dire, bon, ok, on va plus loin, ou les écoute pas, c'était vraiment... ils ignoraient, donc c'était encore plus dur. Et après, et ça c'est vraiment l'histoire classique, mais il y en a une des deux qui m'a écrit et qui me suit maintenant et qui me dit qu'elle adore ce que je fais, et qu'au final, elle me suivait et qu'elle assumait pas, qu'elle a suivi les autres, quoi. Et encore là, aujourd'hui, elle me suit, et son message date de... Il y a quand même quelques années, quand je faisais encore des vidéos, donc c'est vraiment le cliché, mais ça m'est arrivé, quoi. Et ça se manifestait comment ? C'était des
des mots méchants vis-à-vis de toi? C'était des moqueries et ils prenaient les autres en témoin? Enfin, Après, ça va, j'ai jamais. Enfin, ça va. C'était pas non plus physique, quoi. Jamais elles sont venues dans un coin en m'insultant. Mais c'était plutôt. Je veux pas dire le nom de ma chaîne YouTube à l'époque parce que c'est en anglais et mon anglais est très mauvais. Mais elles disaient le nom de ma chaîne et elles se mettaient. Une devant moi et l'autre derrière en disant ah ben elle est où et tout, alors que j'étais là, des trucs comme ça et les autres rigolaient. Mais beaucoup aussi sur les réseaux, quoi. À chaque fois que je mettais une vidéo, elle la commentait, enfin elle la partageait ou elle la citait sur Facebook. Donc en fait tu me critiques mais t'as regardé toute la vidéo pour dire le moment qui est dans la vidéo et tout. Donc ouais, c'était plutôt des insultes, des regards sur les réseaux, Facebook, Ask à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Ok. Et le message qu'on peut repasser, c'est aux gens qui étaient autour de toi, et c'est si aujourd'hui vous êtes proche de quelqu'un et qu'il y a des insultes ou autres, bah, être capable de ne pas réagir, de ne pas rentrer dans le jeu des personnes, ça c'est un point important. Et le deuxième, c'est aussi d'être capable, si on est plusieurs sans rentrer effectivement comme tu l'as dit dans la bagarre, mais au moins de dire tu sais quoi, ça n'a aucun intérêt ce que tu fais mal à la personne. En fait, je pense qu'il y a des fois, même si je ne veux pas excuser, mais il y a des fois il faut faire prendre conscience aux gens, c'est-à-dire leur faire ouvrir les yeux, ils ne se rendent pas compte à quel point ça impacte. C'est-à-dire que, comme toi, pour ne pas leur montrer que ça t'impacte, tu ne réagis pas, mais au fond ça t'impacte. Les personnes se disent ça n'impacte pas, et puis c'est une chaîne. Et est-ce que c'est par rapport à ça que tu t'es éloigné de YouTube, ou est-ce que c'est plein d'autres raisons? Non, j'ai fait des vidéos de façon assez régulière pendant au moins 4-5 ans, je pense. Et puis après, ça s'est essoufflé parce que parler de lifestyle, de coiffure, de mode et tout, ça me plaisait moins, en fait, c'était la tendance. Et après, j'ai rencontré un garçon à cette époque, et puis je suis allée... j'ai fait d'autres choses, quoi. Je me cherchais, j'ai arrêté les études, j'ai repris. Et en fait, c'était pas trop ma priorité, même si je continue un peu les vidéos. Ok, on va revenir justement là-dessus, mais je voudrais juste te poser une question parce que je sais que ça peut exister. Est-ce que tu te mettais une pression sur la production, sur la qualité, quand je dis la production, sur le nombre de vidéos? Est-ce que tu te disais, j'ai pas encore fait ma vidéo, faut que je la fasse, et donc ça pouvait manger entre guillemets sur tes études, sur toi, ça te mettait du stress? Ou est-ce que tu faisais comme tu avais envie et puis c'était au fur et à mesure comme ça? Moi, un petit peu de pression à la fin, mais les premières années, non, parce que... on pouvait pas gagner d'argent, même si la communauté et tout, c'était pour ça que j'ai commencé. Mais après, ouais, il y avait, si on fait un placement de produit, quelque chose et tout, si la marque attend, évidemment, on peut pas mettre 6 mois de retard. Mais non, après, ça a toujours été quand même très simple, mon rapport au réseau, et c'est pour ça que j'ai arrêté de façon assez simple, parce que j'avais pas d'engagement, les gens pouvaient me retrouver quand même sur Instagram, j'étais quand même active et tout, et je partageais juste d'une autre façon. J'ai pas disparu parce qu'il y a beaucoup qui ont disparu. Moi, j'ai pas disparu, juste de YouTube. Ok. Et ça, c'est à partir de quand tu as commencé à gagner de l'argent? Est-ce que tu as gagné de l'argent à un moment avec YouTube? Oui, j'ai gagné de l'argent. J'ai ouvert mon entreprise il y a 5 ans. Donc, je sais pas, c'était les 2 dernières années, je pense, que j'ai vraiment fait assidûment des vidéos YouTube. J'étais avec une agence et puis ouais, j'ai fait des partenariats sympas. Je suis allée à Monaco, tout payé de chez moi jusque là-bas, hôtel, cool. Activités, plus des cadeaux. Ouais, c'était la meilleure expérience. Et puis les Ardennes de Monaco, c'est une belle... c'est ça, j'ai pris la voiture, ensuite le train, ensuite le métro, ensuite l'avion, ensuite l'Uber, le taxi. Wow, donc ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était cool. Et ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais ça m'a permis d'ouvrir l'entreprise, quoi, que j'ai fait évoluer différemment. Est-ce que tu es OK pour partager un peu une fourchette de ce que tu aurais pu gagner, soit sur une année, soit en totalité, juste pour que les gens, contrairement à ce qu'ils peuvent imaginer, même quand tu es à 90 000, etc., c'est pas des millions, quoi, parce qu'il y a des fausses idées par moment. Encore une fois, la mémoire, mais j'ai dû gagner 500 €, je pense, le plus, ou 600 sur une opération. J'avais fait une opération avec Capri Sun, et j'avoue que là, j'ai pas réfléchi à toutes mes OP avant, mais sinon, c'était peut-être 200, 100, et à l'époque, en fait, c'était beaucoup, tu reçois les produits gratuitement, c'est déjà très très bien, et puis on ne donne pas d'argent, ou alors des fois c'était des chèques cadeaux sur je sais pas, Amazon, Fnac, Asos, des trucs comme ça. Et puis au début, vu que j'avais pas l'entreprise,
il pouvait pas sortir des sous comme ça, mais ouais, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai pas gagné non plus. Je pense qu'au total, j'ai même pas gagné 3000 €, même pas 2000, je crois. Mais bon, c'était le petit argent de poche. Rien que je faisais 200 € le mois, bah, j'étais contente, quoi. Et si on en revient sur tes études, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu dirais que le fait que tu aies eu ta chaîne et tout, ça a contribué à te faire arrêter tes études? Ou est-ce qu'au fond, tu te dis, bah, en fait, j'aurais arrêté quoi qu'il en soit et YouTube, c'était une manière de me découvrir et de me développer? Bah, j'ai continué quand même les études, parce qu'en soi, ça fait que 2-3 ans que j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté YouTube bien avant, mais en fait j'ai fait beaucoup de pauses. Et pendant ces pauses, bah, je faisais YouTube et je faisais des stages aussi avec la mission locale pour justement chercher ce que j'allais faire de ma vie. Mais non, il n'y a pas forcément de lien. Ok. Je fais une petite parenthèse, mais a priori, de ce que j'ai vu, tu étais assez fan de Big Flo et Oli. Si tu peux nous en parler? Il y a des gens qui vont se dire, mais cette personne est fan, et d'après ce que j'ai compris, tu les connais un petit peu. Ouais, j'étais fan. Je dis j'étais parce que c'est plus l'engouement qu'avant. Bon, déjà, là, ils reviennent de 2 ans de pause, donc forcément 2 ans sans nouvelles. Mais en fait, j'étais... Ouais, je les ai connus au tout début, en fait. Ils avaient... Enfin, je sais plus, c'était un de leurs clips et il y avait Orelsan qui était juste en guest, donc il ne chantait pas, il bougeait juste la tête. Et je suis aussi très très fan d'Orelsan. Et Orelsan a partagé, allez écouter et tout, c'est cool. Et je me dis ok. J'écoute, je me dis c'est trop bien, j'écoute. Et puis je leur envoie des messages, je tweete et tout. Et puis je vais les voir en concert, je crois que c'était en 2014 à Paris. Et vraiment un mini concert, c'est le concert où en gros tu tends ton bras, tu touches ses pieds. Tu vois, il n'y a pas de... c'est vraiment la scène est devant toi, tu vois. Et là, on va faire les photos à la fin. Et ils me disent mais c'est toi en fait qui nous tweet et tout. Je fais bah ouais, c'est moi. Et ouais, après on se connaît juste de vue. Bon, maintenant je sais pas, ça fait longtemps, ils m'ont peut-être oublié. Mais à l'époque, oui, quand j'allais en concert, des fois ils m'envoyaient des invites et tout. Et puis juste ouais, ils me reconnaissaient, on faisait 2-3 photos, mais c'est tout. Bon, après je suis allée au Planet Rap à Skyrock, c'était cool. Mais pareil, j'ai gratté des places comme tout le monde, genre sur les concours, j'ai pas été invitée. Parce qu'au bout d'un moment, ils avaient vraiment trop de gens qui les suivaient, donc forcément ils voyaient pas tous les messages, et puis enfin voilà. Mais ouais, c'était cool, j'ai fait au moins 4-5 de leurs concerts, je suis allée les voir c'était quoi, le Petit Journal à l'époque, ça existe plus, dans le public, j'ai fait un Planet Rap, et puis c'est déjà pas mal. Bah, c'est bien d'avoir, entre guillemets, au-delà du fait d'être fan, d'aller et de suivre et de s'investir dans le fait de suivre un groupe. En plus, comme tu l'as dit, tu les as suivis à leur début, quoi. Donc c'est sympa de les voir évoluer. À quel moment ça a basculé? À quel moment puisqu'aujourd'hui tu fais un métier autour de la photo et autour de la vidéo, à quel moment tu t'es dit ça y est, j'ai découvert ce que je veux faire? C'était peut-être déjà ancré depuis longtemps, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent, il y a peut-être des jeunes qui se disent je sais pas quoi faire, et puis c'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks de parcours et des moments, des déclics qui peuvent se faire. On en vient à la rencontre avec Xavier, du coup, Xavier Léger de Famille Rurale. Sur LinkedIn, il me contacte. Du coup, Famille Rurale, c'est genre une fédération avec des pôles jeunesse, seniors, etc. Et c'est beaucoup de l'associatif, les handicapés, ce genre de choses. Enfin, voilà, il n'y a pas de but, on va dire, lucratif. C'est pas une grosse entreprise qui s'en met plein les poches. Et il me contacte pour que j'en parle en tant qu'influenceuse. Moi, je me dis non, pourquoi faire? Mais je me dis je vais au rendez-vous parce que je dis oui à tout, hein, plus ou moins. Donc je me dis, il n'y a pas d'intérêt à ce que je sois influenceuse pour eux, mais pourquoi pas? Donc on se voit au flunch, vraiment un rendez-vous classique, on mange ensemble pendant midi, quoi. Et puis on parle, et au final il me dit non, mais en fait ce que tu vas faire, Laura, c'est que tu vas nous produire une vidéo, quoi. Et je dis ouais, mais j'ai jamais fait et tout. Je l'ai vendu à 92 € à l'époque. Donc je leur ai donné, quoi. Tu as cassé le marché. C'est clair. Et du coup, on sort du rendez-vous, il me dit ça, donc je fais la vidéo, et la première, c'était sur
parce qu'il y en a eu plein d'autres après. La première, c'était sur Amy, une petite atteinte d'un handicap et qui était acceptée, qui allait dans une crèche avec des enfants dits normaux. Et donc, c'était de la filmer elle, son évolution, et puis sa mère, la directrice, enfin voilà, des petites interviews et puis des plans de coupe d'elle avec toutes ces personnes dans la crèche. Et c'était super, super intéressant. Et quand je suis sortie, je me dis, ok, bah, c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait, on avait écrit, c'est un bien grand mot pour l'époque, mais on avait quand même imaginé la vidéo. Ensuite, bah, j'y suis allée, j'ai filmé, je suis rentrée chez moi, je l'ai montée. Donc, il y avait tout ce rapport avec l'organisation. Et puis, ce moment où je suis toute seule chez moi, où je monte. Et puis, voilà, c'était ça à ce moment-là. Ça fait quoi la première fois où tu vas présenter ton résultat à quelqu'un, parce que tu présentes ton travail et logiquement, il va être évalué. Et c'est toujours difficile parce qu'il y a une forme de création artistique, quoi qu'il en soit, quand on présente une vidéo. Alors, c'était il y a longtemps, donc je m'en rappelle plus trop. Mais encore maintenant, Famille Royale, c'est vraiment carte blanche à chaque fois. C'est ok, super, on change juste le titre et le numéro parce que eux se sont trompés. Mais sinon, ils me disent oui à tout parce que voilà, ils sont entre guillemets pas exigeants. Et puis l'idée, c'est surtout de ressortir les émotions, les personnes qui parlent. Et ça, à l'époque, je sais pas si cette vidéo le faisait vraiment, mais non. Après, oui, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont été diffusées aux assemblées générales. Là, 20 minutes de vidéo, pendant 20 minutes, j'ai mal au ventre, il y a un blanc, j'ai l'impression que les gens ils vont jamais applaudir. Mais il y a quand même une pression à chaque fois que j'en vois. Ça continue encore aujourd'hui? Oui, alors. ça continue Okay. quand même. Ouais, bah, encore plus parce qu'après, on se dit, les gens, bon, pour 92 €, même si ça reste, si ça reste une somme, hein, mais bon, entre guillemets, on s'attend pas à grand-chose. Mais maintenant, quand je leur facture des vidéos à genre 2000 €, je me dis, ok, oui, peut-être que j'ai une pression quand même. J'espère qu'ils seront contents, quoi. Alors pour ceux qui écoutent, 2000 €, c'est pas extraordinaire en termes de prix. Je préfère le dire parce qu'il y a des gens, 2000 €, bah oui, on sait qu'il y en a qui facturent moins, mais on est à peu près dans les prix du marché. Et aujourd'hui, tu es vidéaste pour les entreprises, mais tu fais aussi des mariages et des photos de mariage aussi? C'est ça, je suis photographe vidéaste, particulier professionnel. Avec les particuliers, je fais plutôt de la photo sociale, donc du mariage, du portrait, famille, grossesse, ce genre de choses. Un peu de vidéo quand même avec les mariages. Et avec les entreprises, c'est plutôt de la vidéo, type interview, présentation de produits institutionnels, promotionnels, et quand même de la photo. Après, moi, mon style, mon univers, c'est vraiment en forêt, en extérieur, donc je fais pas de studio, donc avec beaucoup d'entreprises, déjà tout ce qui est photo, portrait sur un fond et tout, je fais pas, ça m'attire pas, etc. Donc ça limite déjà pas mal de contrats. et quand tu as, on en reviendra à la photo et tout ça et à la pression que c'est un mariage parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel derrière, donc, mais avant ça, quand tu as décidé de dire ça sera mon métier, grâce à cette première action à 92 €, si je me trompe pas, comment après tu passes le cap de dire oui, je veux en faire mon métier, mais après il y a le matériel, il y a la formation, parce que quoi qu'il en soit, même si tu as l'habitude de faire des vidéos, à partir du moment où tu dis je vais faire mon métier, forcément on essaye de se développer un peu. Donc comment tu as fait justement? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient, encore une fois, utiliser un peu des idées de ton parcours? Du coup, à l'époque où j'ai fait la première vidéo avec Famille Rurale, j'étais plus scolarisée, donc je me suis dit ok, je vais me former. Et à cette époque, j'avais une connaissance qui avait fait une école sur Reims, justement, dans la vidéo. Et vraiment, je voyais son travail, je me disais, mais c'est génial et tout. Donc, je me suis renseignée, j'y suis allée. Donc, on va pas citer l'école parce que c'était vraiment pas le meilleur investissement financier de ma vie. Ça m'a coûté quand même très cher. Ça me coûte encore cher vu que je rembourse le prêt. Et quand tu dis ça t'a coûté cher, est-ce que tu peux justement donner un prix, sans donner l'école, mais... 12 000 € les 2 années. Ok, oui, d'accord. J'en bégaye, tu vois. Ouais, ok, normal, très cher. Ok, je valide. Franchement, pour la qualité du diplôme, du titre reconnu par l'État, très très cher. Il y avait des soucis d'organisation. Moi, j'ai informé les personnes et puis rien n'a bougé. Au moment de l'examen, des choses que j'ai faites, on m'a dit mais c'est pas du tout comme ça. Je fais attendez, moi je paye une école, on m'apprend comme ça.
comment je dois faire, quoi. Donc vraiment, j'étais décomposée. Donc je vais quand même faire cette école et je me donne vraiment à 200%. C'est-à-dire que quand on a un projet de vidéo à faire, je me contente pas de filmer vite fait. En fait, je vais vraiment chercher des personnes, des amis, ma famille pour faire un peu les acteurs, les choses et tout. Je me déplace, etc. Alors que les gens dans ma classe, bon, on s'en fout des autres, hein, mais en titre de comparaison, ils vont faire la vidéo le matin même dans la cafétéria, quoi. Ils filment le gobelet et tout, des trucs nuls. Et au final, quand on présente la vidéo, les formateurs, il n'y a pas de différence. C'est ok, c'est bien, ok, ceci. Donc il n'y avait pas de correction. Mais donc je me suis quand même imposé une certaine, pas rigueur, mais je sais pas trop comment on peut dire. Mais je travaillais juste, ouais. Mais j'essaie d'aller plus loin parce que je me dis, si eux, ils ne m'apportent pas d'aide, moi, il faut que je m'entraîne et que je continue, que je teste ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je réussis, etc. pour m'entraîner. Donc, je fais cette école pendant 2 ans. Et la deuxième année, on est en Covid, début de Covid. Donc déjà qu'il y avait des soucis, mais alors faire à distance, c'est vraiment compliqué. Et puis là, du coup, vraiment, un matin, je suis à Reims comme ça, on est confinés. Et je me dis, mais pourquoi je suis encore à Reims, du coup ? Je me dis, en fait, je devais passer mon examen en septembre et j'avais un stage. Mais avec le Covid et tout, ils se sont dit, c'est pas obligatoire et tout. Donc je me dis, en fait, je peux retourner chez mes parents dans les Ardennes et tout. Mais vraiment, je me dis, pourquoi j'ai pas pensé avant ? Donc franchement, en 1 mois, j'ai déménagé. Donc 1 semaine après qu'on n'était plus confinés, la première fois, je fais tous mes cartons et je suis revenue dans les Ardennes. Et puis, j'ai passé tout mon été à bosser mes vidéos pour mon examen en septembre. Pareil, là, j'ai fait une vidéo spécialement pour le jury avec une voix off, en me présentant dans, voilà, je suis actuellement devant vous, je passe tel diplôme, pour qu'ils apprennent à plus me connaître et encore une fois me différencier parce que forcément il y a des lacunes que finalement j'avais et que j'ai découvert le jour de l'examen à cause de l'école. Donc je me dis au moins ils voient que j'en veux un peu, quoi. Et puis après j'ai fait un stage de 3 mois à l'ESNAM, donc c'est l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc pendant 3 mois, donc c'était de octobre, novembre, décembre. Et j'avais déjà fait un stage un mois avant là-bas pendant ma première année, donc je savais que c'était cool. Donc je fais ce stage pendant ces 3 mois et c'était super. Et puis j'avais un autre stage de prévu, 3 mois aussi, en début d'année. Je me suis dit, non, en fait, j'ai envie là, ça y est, je peux lancer mon entreprise. Je l'ai déjà, de toute façon, je l'avais déjà de YouTube. Et je me suis dit, certes, il y a le Covid, mais il y a les demandes, etc. Donc depuis, voilà, je fais ça. Okay. À temps plein. Alors, petite parenthèse, mais ce que tu viens de vivre avec l'école et les 12 000 € que tu mets, t'es pas la seule, malheureusement. Il y a beaucoup d'écoles qui facturent très cher. Alors des fois, comme il y a de l'alternance, on s'en rend pas compte parce que c'est financé par les OPCO et tout ça, mais la plupart des écoles aujourd'hui sur des métiers comme ceux-là qui sont en train de se créer coûtent cher. Il y en a certaines qui sont très performantes. Je cracherai pas dans la soupe, mais attention, il faut vraiment bien prendre le temps de se renseigner et de ne pas s'engager peut-être trop vite parce qu'effectivement, là, tu as été au bout des 2 ans et tu as quand même bénéficié de certains éléments, mais tu aurais pu, à un moment donné, vu l'inorganisation et tout, carrément abandonner. Et donc, quand tu termines cette école, comment tu te sens ? Tu te sens légitime quand même pour aller filmer, pour aller chez des clients, pour démarcher ? Par rapport à ce que j'ai appris à l'école, non. Par rapport à moi, mon expérience, mais je n'aurais pas pu postuler dans une entreprise. À part si vraiment ils cherchaient quelqu'un un peu de polyvalent, qui fait un peu de la com, des réseaux, photos et vidéos, mais quelqu'un spécialisé dans le montage et le tournage, et des trucs, je sais pas, des postes assez importants à Paris ou autre. Non, non. Vraiment, puis de toute façon, je n'avais pas les compétences. C'était pas... Non, c'était pas dans mes compétences, quoi. Et à quel moment tu commences à... Enfin, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent se lancer aussi dans le métier, peut-être au début en petit à côté, puis en faire leur métier de demain. Comment tu commences à démarcher les gens pour faire de la photo, faire de la vidéo ? Est-ce que tu laisses le bouche à oreille ? Est-ce que t'en parles dans tes premiers cercles, deuxième cercle, et ainsi de suite ? En fait, j'avais toujours ma communauté de YouTube, donc ça m'a énormément aidée. Et en 2019, donc plus ou moins, je sais pas, un an et demi avant de me mettre à temps plein, Xavier, toujours de Famille Rurale, me demande d'aller faire des photos pour un tournoi de foot.
je me dis, bon, ok, bah, je vais y aller et tout. Donc, je demande à un de mes formateurs qui, lui, pour le coup, était quand même sympa dans cette école. Et je lui demande qu'il m'explique un peu et tout, qu'il me prête un objectif qui pouvait zoomer, quoi, parce que j'avais pas allé au milieu du terrain. Et puis, Bonne idée. j'aurais pas pu rendre l'objectif, je pense. Et puis, du coup, il me prête ça et je sais pas, je me dis, ah, mais c'est trop cool la photo. En fait, j'ai laissé ça de côté. Même si j'en faisais, c'était pas pareil qu'avant. Donc, je me dis, ah, c'est trop cool. Et là, vraiment, je ne sais pas d'où c'est venu. Je me suis dit, ok, je vais faire plein de shootings gratuits tout l'été. Donc, quand j'étais à Reims, parce que j'avais quand même mon appart, mais j'allais quand même souvent chez mes parents tout l'été, je mettais des dispos. Je suis dispo tel jour à Sedan, tel jour à Charleville, tel jour à Reims. Et j'ai fait au moins 50 shootings, je crois, sur les 2 mois. Donc déjà, j'ai appris énormément. Tout, quoi. Genre, gérer les personnes, le nombre de photos, les retouches, bien que j'apprends encore maintenant. Mais j'ai quand même appris beaucoup d'un coup. En fait, j'ai appris très vite des choses que j'aurais pu apprendre en 2-3 ans, je pense. Là, vraiment, je les ai apprises en 2 mois. Et donc, j'avais déjà cette petite communauté que j'ai fait quand même grandir. J'ai continué sur les réseaux, beaucoup de communication, etc. Et ce qui fait que quand je me lance à temps plein, c'est une surprise pour personne, quoi. Ok. Et c'est de quelle manière, pardon, tu investis dans du matériel, parce que c'est un métier, malheureusement, qui demande quand même, alors j'allais dire un fonds d'investissement, c'est pas le cas, mais en tout cas qui demande d'avoir du matériel. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut quand même un matériel de base. Il n'y a pas de bon et de mauvais matériel, entre guillemets, comme on dit des fois. Il n'y a qu'un bon photographe ou un bon ouvrier. Mais là, en l'occurrence, on peut pas le faire avec un Polaroid, quoi. J'avais ce fameux appareil que j'avais au début. Donc pendant YouTube, je l'ai revendu pour acheter un autre avec un écran qui se pivote, c'est pour se voir, parce que l'autre, il en avait pas, donc je mettais un miroir et tout. Et puis du coup, j'avais celui-ci jusque 2010, 2020, je crois. Donc j'avais un Canon, je sais pas, 1100D, un truc classique. Et j'ai fait tous mes premiers shootings, donc ça m'a encore plus appris, parce que du coup, j'avais pas le confort de genre là j'ai un Sony Alpha 7 III, un truc il n'y a rien à faire entre guillemets, enfin si, mais c'est super simple. Et du coup je sais pas trop comment j'ai investi. Après je suis pas hyper dépensière, donc T'as mis des petites économies. ouais, c'est ça. Et puis vu que j'étais dans l'école et je me suis dit ok, là je veux acheter le Sony, c'est maintenant ou jamais. Et comme ça, j'ai encore les derniers 6 mois. Bon, il y a eu le Covid, mais les derniers 6 mois pour me faire la main pendant que je suis à l'école, parce que c'est pas pendant que je serai toute seule que je vais me débrouiller avec. Autant apprendre pendant l'école, quoi. Et donc maintenant que tu fais des photos payantes, que c'est plus gratuit, il y a une pression plus importante, et notamment sur les mariages, parce que voilà, aujourd'hui le mariage est devenu un truc, limite il y a des gens qui pourraient divorcer avant d'être mariés, tellement ils se mettent la pression et ils s'engueulent entre eux. Ça pourrait presque être un truc. Comment toi tu vis ce truc-là, parce que on sait, les photos, les vidéos de mariage, c'est le truc, quoi. Faut pas se louper. Déjà, je suis un peu devenue photographe vidéaste de mariage malgré moi. C'est-à-dire que l'année dernière, au début d'année, j'avais déjà signé 5-6 mariages et j'en avais fait aucun. Ok, bien joué. Bravo. Et je communiquais pas dessus, en fait. C'est les gens, ils se sont dit, ok, elle fait des belles photos, forcément, elle fait des beaux mariages, alors que c'est pas forcément vrai. Et après, vu que je faisais du portrait, j'étais quand même dans un secteur qui se ressemblait. Et du coup, mon premier mariage, en vrai, ça s'est bien passé parce que j'ai même pas fait la mairie avec le Covid et tout. J'ai fait la sortie de la mairie et puis ils étaient, je sais pas, 20 ou 30 dans un jardin. Donc en fait, c'était juste une grande séance famille. Et puis après, mon deuxième, par contre, c'était en vidéo. Et j'avais reçu mon stabilisateur 2 jours avant. Mais ça va, j'avais une connaissance sur Charleville qui fait de la vidéo et qui m'a accompagnée. Comme ça, il m'a un peu montré et tout. Mais au final... j'étais quand même toute seule, pendant l'église et tout, on n'avait pas discuté non plus, donc mais non, là je suis à 9, 10, 12 ou 13 mariages à mon actif là au moment où on enregistre. Il m'en reste encore 9 cette année, mais j'ai pas eu de mauvaises aventures pour l'instant, donc ça va. J'ai fait des petits mariages, des plus gros. Je préfère les plus petits quand il y a 30, 40 personnes, parce que c'est une autre ambiance, tout le monde est forcément plus détendu. Mais non, après, ce que
c'est juste le moment des photos de groupe où tout le monde crie « Ah, appelle machin et tata, elle est où est grand-mère hein ?» Ça, ok, j'aime un peu moins, mais après, c'est marrant. C'est juste marrant parce que c'est marrant. Merci, parce que ça me plonge dans des souvenirs ou des trucs déjà vécus. Et justement, par rapport à ce parcours, avant d'en arriver à aujourd'hui, ce que tu fais, puis l'avenir, si tu devais parler d'une réussite, parce qu'on replonge 9 ans en arrière, tu démarres par des vidéos YouTube et autres, ce serait quoi que tu retiendrais sur une vraie réussite de toi il y a 9 ans et aujourd'hui ? Bah, si on devrait... Une réussite serait plutôt la confiance que j'ai acquise. Mais après, en termes de projet ou autre, à chaque projet, je me dis, c'est le meilleur projet. À chaque galerie livrée, je me dis, il est encore meilleur que l'autre et tout. Mais non, ça serait plutôt, c'est ça, la confiance, le mindset. Mais c'est ça. Top. C'est surtout ça. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as des idées, des projets de développement parce que j'ai cru voir que tu avais même formé des jeunes à la vidéo, tout ça. Donc, c'est quoi l'idée du développement ? Parce que est-ce que peut-être tu veux rester que photographe et vidéaste à dispo des entreprises et des particuliers, ou est-ce que tu veux faire d'autres choses et ce que tu as fait sur YouTube il y a quelques années peut te donner des idées ? Enfin, c'est quoi l'avenir ? Là, pour l'instant, j'aimerais continuer à faire ce que je fais. Et plus tard, en effet, donner des formations. Mais le plus tard peut être dans 1 an, comme dans 5-6 ans. En fait, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Mais j'aimerais beaucoup parce que, au-delà de l'aspect financier, parce qu'on va pas se le cacher, ça rapporte. Enfin, ça rapporte. Il faut se trouver les élèves qui achètent les formations. Mais c'est surtout le côté partage, etc. Ça, franchement, j'adore, mais j'ai pas d'objectif de temps, en tout cas de délai. Je sais que je vais faire des choses, mais je sais pas quand. Je suis patiente. Okay. Et tu as relancé une autre chaîne YouTube, si je me trompe pas. Elle consiste en quoi ? Et si tu veux en faire la pub, vas-y, c'est le but aussi. Déjà, là, tu viens de faire de la pub. Les gens qui sont dans ton coin, tu te déplaces dans toute la France ? Alors oui, je me déplace dans toute la France, mais plutôt pour des entreprises ou les mariages. Évidemment, les séances portraits classiques, si vous voulez payer tout mon déplacement pour une formule famille, moi ça me va. Mais dans l'idée, je me déplace pour les gros événements ou les entreprises. Mais sinon, mon secteur, c'est les Ardennes, parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a quand même des gens qui se marient, de l'argent, des projets, des gens qui veulent entreprendre. Plein de belles choses à faire. Donc pour l'instant, franchement, ça me suffit. La province est vivante, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc sur cette partie-là, ok. Est-ce que justement, l'objectif, c'est de te développer sur d'autres choses ? Oui, ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça a pour but de partager autant à ceux qui sont photographes et vidéastes pour qu'ils s'identifient, qu'ils voient les backstage, et autant pour mes clients ou juste les gens qui me suivent ou futurs clients, les prospects, pour qu'ils se rendent compte en fait de ce qu'est le métier et puis qu'ils se disent ok, elle a l'air cool, là, c'est marrant, elle est backstage à ceci, ok, on va signer avec elle parce que on voit ce qu'elle fait et on connaît un peu sa vie et c'est marrant. Et après, oui, le vrai but de cette chaîne, c'est de faire une communauté pour vendre des formations. Mais ça me prend énormément de temps. Je me suis lancé un défi de faire un vlog par mois de ma vie professionnelle. J'ai tenu 3 mois. Les autres, j'ai filmé. Alors là, j'ai la caméra de vlog, je l'ai encore pas sortie. Mais ça prend tellement de temps à monter, en fait, que mes clients, c'est la priorité, quoi. Et puis, je suis à mon compte pour, travailler. Mais le soir, au lieu de faire mon vlog, je préfère aller me balader en forêt. Ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Et est-ce que, par rapport à ta chaîne YouTube, quand tu as fait la prise de recul, parce que j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur les 8 ans, quand tu t'es regardé, et que tu as certainement re-regardé tes anciennes vidéos, qu'est-ce que tu t'es dit en plus de cet élément dont on a parlé, de la confiance ? Est-ce que tu t'es dit « Ah, c'était cool ce que j'avais fait, en fait, sans formation, sans rien, j'ai réussi à avoir une logique et j'ai eu pas mal d'abonnés ». Est-ce que tu reprends certaines choses ? Est-ce que tu conseillerais des choses à des gens qui veulent lancer une chaîne YouTube aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment la phrase cliché, je suis désolée, j'aime pas entendre ça, mais si on est passionné, il faut juste le faire et
Et on s'en fout d'avoir la dernière caméra, le dernier micro, le ceci, parce que quand on regarde Enjoy Phoenix, Marie, ou les autres influenceurs, influenceuses, etc., ils ont commencé comme moi, avec juste la petite caméra, voire la webcam de l'ordinateur. Et au bout d'un moment, ça prend. Et moi, j'ai commencé la photo sur le même principe. Au final, j'avais un petit Canon et ça s'est développé. Quand je vois ma communication, il n'y a rien qu'à 1 an en arrière, je me dis waouh, c'était quoi? C'était trop moche. Alors que je pensais faire des trucs de ouf et tout. Et en fait, on s'améliore constamment. Et je pense qu'il faut surtout pas attendre que ça soit parfait. Il faut juste le faire parce que on sera jamais satisfait. Il y a jamais de bon moment. On reporte, on se dit ok, c'est pas le bon moment, mais il arrivera jamais en fait. Faut juste le faire et puis ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Ça peut marcher, on peut arrêter. Moi, YouTube finalement, ça se décline un peu parce que j'étais forcément moins active, etc. Mais j'aurais pu continuer quand même, je pense. Ok. Et clin d'œil sur ce que tu viens de dire, clin d'œil à Fabien Olicard qui dit 1 vaut mieux que 0. Et c'est vrai, effectivement, il vaut mieux se lancer. Tu auras au moins cette expérience-là, au pire. Est-ce que, avant de terminer, il y a un sujet dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais parler? Tu as le micro, donc tu peux t'emparer de ce micro et parler de ce que tu as envie. Je pense que je vais un peu me répéter, mais c'est surtout, si vous avez des projets, il faut les réaliser parce que moi, personnellement, dans mon entourage, personne ne m'a dit « vas-y, fais-le ». Personne. On m'a pas dit non plus de pas le faire, mais on m'a pas dit non plus de le faire. Mais après, c'est très... je suis beaucoup de formations, j'écoute aussi beaucoup de podcasts là-dessus. Mais c'est vrai, les gens, ils rejettent leur peur sur nous. Quand j'ai refusé le stage de 3 mois, qui n'était qu'un stage de 3 mois, certes rémunéré, mais 500 €, voilà. Mais mes proches, mes parents, mes potes m'ont dit « Ah non, mais t'es sûre ?» Bah ouais, je suis sûre. J'ai d'autres projets, d'autres trucs et tout, et à aucun moment, moi vraiment je suis arrivée en mode je fais pas le stage, j'ai décidé ça, hein. Ah t'es sûr, vraiment ça casse ton délire, mais parce que eux ont trop peur pour le faire, et chose que je comprends parce que moi à l'époque je l'aurais sûrement pas fait non plus, mais ouais, je pense qu'il faut croire en nous, personne ne le fera à notre place. C'est vraiment ma phrase, c'est cliché encore une fois, mais c'est vrai, parce que sinon c'est comme le bon moment, si on attend les bonnes personnes. Après c'est quand même important d'être bien entouré, des personnes proches ou moins proches, un peu les clubs d'affaires, les réseaux, juste des personnes qui ont un business, parce que de parler avec eux, ça change quand même la mentalité, rien qu'un appel de temps en temps, ça remotive et tout, parce que les personnes qui vont juste au travail qui vont au travail tous les jours ont pas les mêmes difficultés que nous, donc on peut se sentir un peu seul, mais faut juste y aller, quoi. Ah, tu as raison, faut le souligner, c'est une des difficultés de l'entrepreneur, c'est qu'il est seul, hein. Je prends souvent un exemple, c'est même si on veut impliquer son équipe, même on imagine que tu as 2-3 personnes avec toi, le jour où le bateau il coule, si tu es un bon entrepreneur, normalement tu es le dernier à tenir la barre, et puis tu coules avec le bateau. Il n'y a que toi qui peux prendre une décision, même si ton équipe elle te suit, etc. Celui qui est entrepreneur et qui a le nom de l'entreprise, c'est soi. Donc on est effectivement soit physiquement seul, mais même quand on a des gens autour de soi, l'entrepreneur est seul. Donc il faut pas hésiter à le répéter. Et est-ce qu'il y a des gens, en plus de la personne de Famille Rurale, que tu veux mettre en avant, qui t'ont aidé et qui ont fait qu'aujourd'hui, le parcours qui est le tien est celui-ci grâce à eux? Stéphane, ici présent. Vous le voyez pas, mais il y a son petit minois qui est un peu gêné, genre... Mais a priori, oui. Stéphane, quand même, il m'a beaucoup aidé. On a fait mon site, et au-delà de ça, ouais, juste le mindset, comme je disais tout à l'heure, en fait, juste s'appeler, parler de tout, rien, business, ça change tout. Après, il y a plein d'autres rencontres, hein, des petits projets et tout, mais là, j'ai que lui qui me vient, puis il me met un peu la pression à être là, donc... C'est pour ça qu'il a voulu être là, il a voulu nous regarder à dire qu'est-ce qu'il faut. Si on peut couper ça du commentaire. On gardera, forcément. Bah oui. Ok, écoute, Laura, franchement, je vais dire merci à Stéphane, il est là, mais comme ça en plus il l'entend. Merci pour cette rencontre, c'est pas la première et je suppose que ce sera pas la dernière, parce que vraiment j'ai passé moi un bon moment et c'était intéressant pour moi de te mettre en avant, parce que le fait d'avoir... démarrer cette chaîne YouTube comme ça, et t'as fait en fait vraiment cette histoire, ce que tu disais, vaut mieux démarrer, puis voilà, t'as fait un 1 vaut mieux que 0, t'as dit je vais le faire, même si on entend ce zoom de la caméra, moi je trouve ça
génial, c'est top, c'est vraiment, ça donne un parfum particulier. Et puis ensuite, derrière, tu as fait tes choix, tu as navigué, et on sent qu'aujourd'hui, tu t'es construit, et j'espère que tu construiras encore d'autres choses après derrière, mais c'était hyper intéressant pour moi d'avoir ton parcours. Et tu l'as même dit à un moment donné, tu as parlé d'Allez Vas-y, il n'y a personne qui t'a dit Allez Vas-y, et c'est vraiment ce que je veux symboliser par le podcast, donner envie aux gens de se dire tiens, je peux y aller, j'enlève mes peurs, et souvent c'est les autres qui nous balancent leurs peurs. Ah, t'es sûr? Voilà, c'est ce genre de phrase, t'es sûr? Donc vraiment, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Laura d'avoir fait la route venant des Ardennes. Bon, a priori, je viens maintenant de comprendre que c'était une ville où tu connais quand même du monde et tout, donc voilà, ça te déplaît pas tant que ça de venir voir ta petite ville de Reims. Non, ça va. Ouais. Merci à toi. Hein. Puis merci à ceux qui ont écouté jusque-là. Ouais, j'espère aussi qu'il y en aura beaucoup. Voilà. J'espère. Au plaisir. Plaisir partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.